Merci Jean-Guillaume, bonjour à tous. Je suis ravi d'être de retour ici à Tocqueville pour cet échange sur l'Union européenne, entre Union et nation. On va parler de la question du réveil géopolitique de l'Europe, des élargissements à venir, de la tension ou au contraire la complémentarité entre l'identité nationale et le sentiment européen, en particulier dans le contexte de la guerre en Ukraine et de l'unité qu'on a pu voir des Européens aussi et des Américains, Madame l'ambassadeur, face à l'agression russe contre l'Ukraine. Pour évoquer ce sujet dans l'heure qui vient, j'ai trois intervenants ici, un autre en Zoom. Nous aurons Esther Sousse, qui est politologue, qui est professeure à l'université Milton Friedman à Budapest et qui travaille beaucoup à faire comprendre, à traduire la France pour un public hongrois, mais aussi traduire la Hongrie pour la France. Et vous nous en parlerez, et bien sûr de la relation entre la France et l'Europe centrale. On l'évoquait tout à l'heure en échange. Sir Bill Jeffrey, qui est l'ancien secrétaire permanent du ministère de la Défense britannique, qui est un diplomate britannique, qui a beaucoup travaillé notamment sur la relation avec l'Irlande, le Good Friday Agreement, l'accord de paix entre le Royaume-Uni et l'Irlande, et qui a énormément travaillé sur toutes les questions de sécurité et de politique étrangère au Royaume-Uni. J'ai aussi mon ami Slavoj Debski, qui nous vient de Varsovie, qui est le directeur du PISM, qui est le principal think tank de politique étrangère à Varsovie, et qui travaille énormément sur les relations transatlantiques, sur les questions de défense européenne, d'OTAN et bien sûr de relations avec la Russie. Et nous aurons en Zoom, je pense qu'il est peut-être déjà là, où il m'avait prévenu qu'il aurait quelques minutes de retard, le professeur Zaki Laïdi, qui est un expert des questions de politique étrangère européenne, de géopolitique européenne, et qui est aujourd'hui à Bruxelles conseiller spécial du haut représentant de la politique étrangère européenne, Joseph Borrell. Je vais peut-être commencer tout simplement dans cet ordre, et puis nous terminerons avec Zaki en Zoom. Commencer avec vous, Esther. On connaît ce débat qui est ancien, en fait, entre nation et union, entre souverainisme et fédéralisme. Est-ce qu'on est, vous pensez, en train de le dépasser avec la forme de convergence que l'on a pu voir en Europe depuis le début de la guerre en Ukraine? On nous prédisait, rappelez-vous, notamment à l'hiver, de voir des divisions, les intérêts nationaux, les géographies qu'évoquait François-Xavier Bellamy tout à l'heure, réémerger et au fond la Russie aurait pu exploiter ces divisions, et au contraire on a le sentiment peut-être qu'on voit émerger une identité stratégique, géopolitique, peut-être politique européenne, un espace public européen à travers ce soutien à l'Ukraine, une convergence entre d'un côté des pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est qui parlent aujourd'hui de défense européenne, de la nécessité d'investir dans l'unité européenne, et des pays d'Europe de l'Ouest qui étaient généralement, qui peut-être manquaient d'empathie culturelle vis-à-vis de ces pays, qui étaient peut-être plus indulgents vis-à-vis de la Russie. Au contraire, maintenant tenir un discours plus dur, on le voit notamment depuis ce qu'on appelle le tournant, le Zeitenwende en Allemagne. Est-ce qu'on voit émerger une nouvelle forme d'union? On parlera peut-être tout à l'heure aussi des élargissements à venir, et en fait une convergence entre nos nations. Thank you very much for this question. And I'm going to speak English, even if I speak French, but I began to write a study when I was preparing for this roundtable, and I wrote it in English. So most of the information is in English in my head, donc je demande pardon à mes amis français. It's a question of circumstances. The question that you pose is, I think, at the center of European debates, and not just because of the war. Because if you take a look at European developments in the last 10 to 15 years, in fact, most of the European debates are around this question: where to put what we call
in what level do we use subsidiarity? Because in fact, I think this is the real debate. Some want to put subsidiarity higher than others. Some want use subsidiarity in a classical manner. So, in fact, some want to decide things more locally, and some want to decide things more in a European way. And some want to do it in a majority way, so a federal way, and some want to do it in an intergovernmental manner. So this is an important debate in Europe, even without the war. And your president, Emmanuel Macron, was one of the most important politicians to raise this issue in Europe. In fact, he was one of the politicians who managed to create this European debate. I would like to remind you all that for years and years, we researchers and you politicians, we were talking about the lack of European debates, the lack of European people, the lack of this type of political community. And we always arrived to the conclusion that yes, it is difficult to talk about Europeanism because we don't have European people, we don't have European debates, because the European parliamentary elections are usually what we call in political science second-level national elections. So in most countries, people vote taking into account domestic issues. And in the last few years, and I think that the 2019 European election was crucial in that matter, we began to debate European issues. So what I want to say is that I don't know what the future brings, but this issue is becoming the centerpiece of European debates because now European issues dominate even domestic political debates. In France, it's normal because you have an institutional system where foreign policy is at the heart. In Hungary, that's my country, so I'm going to bring you this example. That's the case since 2015, so since the migration debate in Europe. And we also have internal cleavages, political cleavages, because we have certainly different conceptions of subsidiarity. So to answer your questions and to not answer your question, I don't know what the future brings, but certainly this is the most important debate now in Europe. And the war in Ukraine just added to this because the issue of strategic autonomy, once again, a concept raised by President Macron, became suddenly very important because we have a sense of vulnerability, and not just because of the war. Just a last remark. COVID had the same effect on us because suddenly we realized that we can't even produce les gants, gloves. We can't even produce and buy gloves. So we have an industrial vulnerability as well. We have to catch up with military spendings, etc., etc. So there are a multitude of issues, including the war, that kind of directed our attention towards the issues of strategic autonomy and whether we should have a geopolitical Europe and whether it should be like this or like that. And that's a subject of debate right now. Merci. On reviendra peut-être tout à l'heure aussi sur le cas spécifique de la Hongrie et bien sûr de Viktor Orban, mais je veux continuer d'abord mon tour de table avec Sir Bill Jeffrey. La même question, et puis bien sûr avec au cœur la question britannique. On a vu le Royaume-Uni prendre un rôle prépondérant dans le soutien à l'Ukraine depuis 1 an et demi, donc au cœur de la sécurité européenne. Bien sûr, ce même Royaume-Uni qui s'est retiré de l'Union européenne en 2016, ou qui a voté pour s'en retirer, où on voit aujourd'hui des sondages qui montrent plutôt une forme de regret de la part de la population britannique. Est-ce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, est devenu plus européen depuis le Brexit? Comment réinventer cette relation entre l'Europe et le Royaume-Uni à ce moment-là? Thank you, Benjamin. Can I be heard all right? Good, it is working. Can I say first that I'm really very grateful for the invitation to take part in this conference. It's been the most stimulating event I've attended for many a long time, and it's marvellous to be here.
Prime Minister Cazeneuve said yesterday at one point that it was particularly fitting that it take place in Normandy, as a primarily French-US event. The UK has quite a connection with this part of France as well. And I remember myself visits in the 1970s when memories of war were still quite fresh, and a sense of the immediacy and reality and cost of war, which is highly relevant to the discussion we're having this afternoon. My other brief preliminary is just to echo what Andrew Mechta said yesterday about not speaking for any government. I was a permanent official of the UK government for many years, but what I will say this afternoon is my own views, and most of them, certainly in relation to Brexit, are not views that are shared by the present UK government. I think the answer to your question of really where the UK fits in now, I mean, we are in a sense an outrider of nationalism, an early practitioner of detachment. And I often, over the years, have been asked by friends in Europe and North America, what on earth is going on in the UK? I think until quite recently, my answer would have been pessimistic, but I feel much more optimistic at the moment for several reasons. One is that, as you hinted yourself, the political tide is shifting in the UK. The last survey I saw showed that 55% of those surveyed now thought that Brexit had been a mistake, and only 32% thought that it was the right decision. 53% recently said they would welcome closer cooperation with Europe. Since Prime Minister Sunak took over, there's been a different and, I think, more constructive tone, and the fact that the Windsor Framework could be agreed on Northern Ireland was a major step forward, even though it hasn't delivered peace in Northern or political stability in Northern Ireland yet. And the opposition party, Labour, although they're playing it very cannily, are looking towards a period, if they win the next election, during which they will indeed seek a much closer relationship with the European Union. They are being canny about this because the last thing Keir Starmer, whom I know little from his time as Director of Public Prosecutions in the UK, wants is for the UK election to be all about Brexit. He wants it to be about the cost of living and many other factors of that sort. So that's one set of issues. The second is that the issue we've spent most time discussing here, the invasion of Ukraine, has been a transformative event in this respect as well. It's been a wake-up call and a reminder of our commonality of interest with the continent of which we are part as well, and also of the vulnerability and unpreparedness of our defence capabilities. We have, as you implied, Benjamin, played a leading role so far in support for Ukraine, both in agreeing sanctions, in providing material, and crucially military training, all the time with allies in Europe and with the United States. Just to give an example of the more constructive tone, our most recent refresh of our integrated review of security said that the ambition is to build even stronger relationships with our European allies and partners based on values, reciprocity, and cooperation across our shared interests. Again, although the Johnson government didn't seek any new understanding with the EU on defence and security, it's clear that events since then have strengthened that case, and the Labour Party in particular is committed to seeking a more systematic relationship on defence and security with Europe. So my message really is that I wouldn't overstate it, but the UK, if it was ever away, is back and is engaged and is fully committed to a collective effort in support of Ukraine and keen to lead that effort. I have a personal regret that departure from the EU meant that it is harder for us to participate in the kind of discussion we had before lunch about what Europe means and its future. But we ought to be participating in that discussion nonetheless. Secondly, just to respond a bit to your question about nationalism, I mean, the thing to remember about Brexit was that it was the product of a very specific nationalism. I don't think it was as much as you implied, to do with the levels at which decisions are taken in Europe. It was more visceral than that.
It was English, for one thing. I mean, 62% of Scots voted to remain in the European Union, and 56% of people in Northern Ireland. And it reflected divisions in a party which doesn't get much support outside England, actually. So I think, just to pick up a point Mr. Lelouch made yesterday, the elephant in the room is immigration. And immigration played a large part in the Brexit vote. It's not the whole story, but it's definitely a factor. And even now, the relatively limited issue of the small boats crossing the channel is one which has a big impact on British politics. And I think across Europe, it runs the real risk as it intensifies, and we're seeing the events in this country at the moment, of giving fuel to parties of the far right in more than one European country. That, I think, is one of the biggest risks we face. I'd like, if we may, later in the discussion, to get into the strategic defence implications of the current situation, but maybe that's enough for the moment. Thank you. Slavo, on parle beaucoup depuis 1 an et demi de déplacement du centre de gravité de l'Europe vers les pays d'Europe centrale qui jouent un rôle pilote, bien sûr, dans le soutien à l'Ukraine, et puis peut-être plus profondément dans la définition de ce qu'est être européen et de ce que devient l'Union européenne. Sur le plan stratégique, bien sûr, par rapport à la Russie sur les questions militaires, mais peut-être aussi, d'ailleurs, plus profondément sur le plan identitaire, l'articulation entre le sentiment national et l'Europe, peut-être le rapport aussi à l'immigration dont vient de parler Sir Geoffrey et qui est évidemment aussi un sujet majeur en Hongrie, mais aussi bien sûr dans le débat politique français. Est-ce que c'est la perspective que vous avez depuis Varsovie? Est-ce que vous pensez que la Pologne et puis les pays les nouveaux, même si je pense que ça devient un peu abusif de dire nouveaux, mais ce qu'en France on considère encore comme les nouveaux membres de l'Europe, veulent jouer maintenant ce rôle pilote dans la définition de l'identité européenne? Benjamin, thank you very much for having me here on this stage. I'm really honored to be a part of this panel. Yesterday I had to substitute Poland's foreign minister, so I had to behave myself in order to not confuse someone that didn't realize that the change of panelists occur. So now, as a member of the think tank world, I could behave much more irresponsible. So thank you very much for this opportunity. Let me approach to your question from the following thought. France is on fire today exactly because of the challenge of the social contract. The part of European social contract, I would say it's not only France social contract, but it's part of European social contract, is that the state does have a monopoly for use of force. We do have people in uniform to stay between violence and the society. They do wear the uniforms exactly for these reasons, to distinguish themselves from the other members of the society. They are protecting us against the violence. So I would like to remind this because a lot of comments I heard during the last days about this brave French policeman remind me the situation of 2021 when the Polish border guards tried to stop illegal migrants trying to cross the Polish-Belarusian border. These migrants were the part of special operations staged by Russia and Belarus because they were not natural migrants. They were brought to the Polish border and they were forced to cross it illegally.
And there were Polish border guards that stood behind the society, between the society and the violence coming from the outside. So I think we have to protect this social contract because it is a foundation of any relationship we can have in Europe. States do have a monopoly to use of force, and people in uniform perform this service to our society members. So that's in that way, I would like to also express solidarity with all those who wear uniforms in democratic societies. Coming back to your question, Russia actually is doing exactly the same. They challenged the social contract upon which the international affairs, international relations are being based. Yesterday I spoke about the idea of perpetual peace and the way how we tried to delegalize the use of force, the war of aggression in international relations. And we did it exactly for the same reasons we did it, in our domestic politics. We wanted to delegalize use of force a part of international community. So we established United Nations, the only international institutions allowed to enter to authorize use of force. We delegalized war of aggression, exactly because to keep our societies in peace. So what Russia is doing is exactly the same. They share the codes with those people in France and other places in the world, also in Europe, also in my country, who actually believe that use of force it is a way to push for political change. So they believe that because their cause is right, they are somehow entitled to destroy the social contract, which is absolutely fundamental for functioning the democratic society. So we are helping Ukraine to maintain and to defend these rules of engagement established by, civilized nations. We defend United Nations Charter. We defend the prohibition of use of force. We have to impose a defeat on Russia, because if Ukraine fails, then the use of force may become a norm of international relations again. We don't want to live in the world when our children, our families are under constant threat, either by the domestic violence, in our home affairs, or by authoritarian states which like to pursue in foreign policy goals by use of force. So, that's our common cause. And my last sentence about the shift of gravity from west to east, I don't believe it. The only thing that Poland managed to do was to show that things which some people consider unthinkable are doable. That we can provide effective we can help Ukraine to repel Russian aggression. That Ukraine can prevail. That actually can send fighters, tanks, ammunition. That's actually our duty. And we are right only on this thing. Those that other follows, I think that's our common victory. And I'm very happy because I was I was pushing my own government to do that in many cases, and I'm very happy that they took the lead of example, not the lead of Europe, not the lead of transatlantic relations. The Polish government simply show that we can do that. We can help Ukraine to prevail, and we can defend ourselves from those who try to undermine our social order. Thank you.
Merci. Je trouve que le parallèle qui est fait entre la question migratoire et la question du soutien à l'Ukraine est très intéressante. Très intéressante et bien sûr l'épisode de l'utilisation de l'immigration comme une arme hybride par la Russie et la Biélorussie contre la Pologne en 2021 parce qu'elle pose au fond la question des frontières, la défense des frontières extérieures de l'Union. Elle pose la question aussi du rapport à la force que tu as mentionné, de la question au fond de l'altérité aussi. Qui est européen, qui ne l'est pas, et comment on défend nos intérêts, nos valeurs européennes. Et c'est intéressant parce que ces deux sujets, à la fois le rapport à la force et la tension géopolitique et la question de la frontière et de l'immigration, étaient deux sujets qui avaient été assez ignorés par l'Union européenne pendant longtemps. Et les deux émergent presque au même moment. Et pendant longtemps, on a construit l'Europe presque comme une sorte d'ONG post-politique, d'une certaine façon, hein, qui ne pensait pas la question de l'altérité et de la frontière, mais plutôt de la défense de valeurs globales. Et aujourd'hui, maintenant, Bruxelles, comme les États membres, assument un discours plus géopolitique d'une Europe qui défend ses propres intérêts, ses valeurs. Et je crois que c'est vraiment au cœur de notre débat, parce que c'est là-dessus que je veux interroger Zaki Laïdi, qui est avec nous. Il y a ce débat, au fond, depuis 1 an et demi, depuis le début de la guerre, de savoir si le soutien à l'Ukraine est avant tout une question de défense de l'ordre international et de certains principes régulateurs de l'ordre international, ou s'il s'agit avant tout de la défense de nos intérêts et de nos valeurs en tant qu'Européens sur notre continent. Alors les deux ne sont évidemment pas forcément incompatibles, mais on voit bien qu'à l'inverse, de nombreux pays à travers le monde, en Afrique, en Asie, nous reprochent des doubles standards, une forme d'hypocrisie, disent vous prétendez défendre des valeurs universelles alors qu'en fait il s'agit avant tout de vos propres intérêts européens. Et donc je voudrais poser cette question à Zaki. Est-ce que quand nous soutenons l'Ukraine, nous le faisons pour soutenir une certaine idée de ce qu'est être européen et la sécurité de notre continent, pour nos valeurs, pour nos frontières, ou est-ce qu'on est avant tout dans une logique de défense de certains principes universels, notamment du droit international ? Par contre, Zaki Laïdi, il faut... J'ai pas très bien entendu la question. Est-ce que tu peux la reformuler très brièvement ? Oui, bien sûr. Je pose la question de l'émergence de l'Europe géopolitique et de savoir si, au fond, oui, ce qu'on voit à travers le soutien à l'Ukraine, c'est avant tout une Europe qui défend ses propres intérêts, ses valeurs sur son continent, ou une vision plus universelle de la défense du droit international et de certains principes du système international. De toute façon, les deux sont étroitement liés. On n'a jamais vu un ensemble politique ou un État défendre abstraitement des valeurs universelles si ces valeurs ne correspondent pas aussi à ses intérêts. Donc, je dirais que ce qui est en jeu, c'est à la fois une question d'intérêt et une question de valeur. Et de ce point de vue, le projet européen est fondé précisément sur une articulation entre intérêt et valeur, puisque c'est au fond au travers de nos intérêts que nous voyons nos valeurs, et que c'est au travers aussi de nos valeurs que nous voyons nos intérêts. Donc c'est une relation qui est fondamentalement dialectique. Dans le cas de l'Ukraine, et ce que je voudrais dire ici, c'est au fond pourquoi nous avons réussi à nous mettre d'accord, j'allais dire, contre toute attente. Contre toute attente. Parce que moi, j'ai un souvenir du Gymnich, c'est-à-dire de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de Brest, avant l'invasion. Croyez-moi, le sentiment dominant au sein de l'opinion, en tout cas des journalistes présents, était de dire, enfin, comment allez-vous réussir à vous mettre d'accord alors que vous êtes en désaccord sur la Russie ? Et donc, si vous le voulez, bien, je vais essayer de répondre à cette question. Fondamentalement, au fond, la guerre en Ukraine a défié les règles de la gravité européenne
telles qu'on les imaginait jusque-là. Pourquoi? La première loi de gravité que nous avons défiée, c'est celle qui consistait à dire, d'ailleurs à juste titre, qu'il était impossible pour l'Union européenne de conduire une politique commune tant que prévaudrait la règle de l'unanimité. Bon, ce qui d'ailleurs, d'une certaine manière, tombe sous le sens. Or, ce que l'Ukraine nous a permis de faire de manière assez exceptionnelle et extraordinaire, c'est qu'en dépit du principe de l'unanimité, nous sommes parvenus à nous mettre d'accord très vite, nous mettre d'accord très rapidement. Et donc, il faut réfléchir à ce point de départ. Pourquoi les Européens ont-ils réussi à se mettre d'accord? Là, je dirais que l'explication fondamentale, qui est d'ailleurs intimement liée à la définition de la puissance, c'est celle du sens du danger. Quand vous êtes en danger, eh bien, vous réagissez. Vous réagissez vite, vous réagissez fort et vous réagissez collectivement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la perception du danger est quelque chose qui, en Europe, ne faisait pas forcément l'unanimité. Et je vais vous donner un exemple, antérieur d'ailleurs à la guerre en Ukraine, lorsque la boussole stratégique a été publiée, le haut représentant a fait une préface, une introduction à la boussole stratégique, et la première phrase de la boussole stratégique, encore une fois antérieure à l'agression russe en Ukraine, était « l'Europe est en danger ». Eh bien, cette simple phrase « l'Europe est en danger » ne faisait pas du tout l'unanimité, y compris au sein de nos services. Beaucoup pensaient que le terme était fort, voire excessif. Il a été évidemment maintenu et 3 semaines plus tard, nous avons bien vu que il correspondait à une certaine réalité. Donc, moi, en un sens ayant un passé académique, je crois même l'avoir écrit, que la condition première de la puissance, c'est la perception d'un danger. Et je crois que nous en avons eu la vérification. Donc ça, c'est quand même un acquis fondamental dans cette affaire. Et ce danger était évidemment que la Russie constituait un danger pour la sécurité de l'Europe. Ce qui, encore une fois, jusqu'en janvier 2022, ne faisait pas l'objet d'un total consensus, puisqu'il y avait à la fois ceux qui, évidemment, depuis fort longtemps estimaient que la Russie constituait un danger pour l'indépendance de l'Europe. Il y avait ceux qui, sans nier l'idée qu'un danger potentiel russe pouvait exister, estimaient qu'il était possible de s'en accommoder, soit par l'interdépendance économique, soit par le dialogue politique. Et il y avait enfin ceux qui estimaient que le danger pouvait peut-être exister, mais qu'ils en avaient une vision abstraite. Et on ne peut pas les blâmer pour cela. Alors, je dirais que ce qui nous a mis tous d'accord, c'est au fond M. Poutine, qui, par la brutalité de son opération, son côté radical, son vocabulaire et ses intentions, a montré que la Russie était effectivement un danger. Et si on refait la chronologie, il y a un événement qui a été absolument capital, qui a complètement, à mon avis, été passé sous silence et que probablement la majorité d'entre vous ici n'ont peut-être pas noté, mais je me trompe peut-être. Ça a été le discours du 31 décembre 2021 du président finlandais.
c'est le discours du 31 décembre 2021 du président finlandais qui, en tout cas au regard de mon expérience, a fait basculer les choses, puisque le président finlandais a fait valoir le fait que ce qui était en train de se passer était d'une gravité extrême, que l'Europe ne pouvait pas être spectateur de cette nouvelle réalité. Et encore une fois, aujourd'hui, ça paraît évident, mais je vous rappelle, vous le savez bien évidemment, mais vous savez que les 2 lettres adressées par la Russie avaient été adressées, une aux États-Unis et l'autre à l'OTAN, et avaient délibérément laissé de côté l'Union européenne, qui pour la Russie n'existait pas. Et le président finlandais a dit que c'était notre destin d'Européens qui était en jeu, qu'il fallait s'y intéresser et que nous devions être au premier plan de cette nouvelle phase qui s'ouvrait. Bon. La deuxième loi de gravité que nous avons défiée, ça a été la rapidité avec laquelle nous avons réagi, à travers notamment la mise en place de sanctions, et de sanctions qui avaient une particularité. C'est-à-dire que pour la première fois, même si le terme sanction, comme vous le savez, n'existe pas dans le langage communautaire, puisqu'il s'agit de mesures restrictives, pour la première fois, les sanctions qui ont été adoptées, nous en sommes au 11e paquet, n'étaient pas destinées à simplement sanctionner des individus ou des entités, mais au fond à priver la Russie des ressources de la guerre. Et ça, c'est aussi qualitativement un changement politique qui a été important. Le troisième défi à la gravité, j'allais dire, historique de l'Europe que nous avons surmonté, ça a été le passage au militaire. Puisque, comme vous le savez, pour la première fois de son histoire, les États membres de l'Union européenne, c'est pas l'Union européenne, parce que souvent on entend dire l'Union européenne, c'est pas l'Union européenne, ce sont les États membres de l'Union européenne qui, au travers d'un mécanisme intergouvernemental, ont décidé d'allouer un nombre de ressources au financement d'opérations militaires d'un État en guerre. Puisque si la Facilité européenne pour la paix existait, elle n'était pas destinée à financer les opérations militaires d'un État en guerre. Là, pour la première fois, nous avons financé un État en guerre, c'est-à-dire que nous acceptions, d'une certaine manière, d'être partie prenante, même si nous n'étions pas techniquement co-belligérants. La quatrième particularité et la quatrième loi de la gravité que nous avons défiée, c'est, et je crois que c'est en fait, pour moi c'est la plus importante, c'est la décision extraordinairement difficile, mais extraordinairement forte et rapide, de nous couper du pétrole et du gaz russe. Et contrairement à ce que l'on pense, la décision de nous couper du pétrole et du gaz russe n'était pas en soi destinée à punir la Russie, mais je dirais à nous punir pour nous libérer de notre dépendance vis-à-vis de la Russie. Puisque nous avons eu une politique russe qui, pendant, hélas, plusieurs décennies, a été indexée sur notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Et de ce point de vue-là, l'Europe a une responsabilité écrasante dans le fait que même après l'invasion de la Crimée, la dépendance énergétique de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie s'est accrue. Donc, au moment, je dirais, où la Russie posait l'acte fondateur de son agression et de son agressivité, les Européens ont trouvé le moyen d'accroître collectivement leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. C'est une des erreurs les plus gravissimes que nous avons pu commettre et dont nous avons
failli payer un prix très élevé, mais qui, je crois, aujourd'hui, a été intégré comme un élément fondamental dans notre conduite internationale. Voilà, donc ça, ce sont les 4 facteurs qui, à mon sens, permettent de crédibiliser ce qui avait été l'ambition du représentant, mais aussi de la présidente de la Commission, lorsqu'ils sont venus entrer en fonction, de donner un sens à l'Europe géopolitique. L'Europe géopolitique, c'est tout simplement, je dirais, introduire une dose de réalisme, au sens où on entend le réalisme dans les relations internationales, la prise en compte des rapports de force dans la définition d'une conduite. Et je pense que la leçon, c'est celle-là, c'est-à-dire que sans construction d'un rapport de force, l'Europe n'est pas en mesure d'exister sur la scène mondiale. Merci Zaki Laïdi. Je trouve que c'est très intéressant en effet de dire que pour exister, la puissance a besoin d'un danger, d'une menace. On pourrait même dire parfois que le politique a besoin d'un ennemi, d'un autre. Ça nous ramène à la question de la frontière. Je vais vous proposer à chacun de réagir à ce que vous avez entendu rapidement, et puis comme ça, après, on pourra ouvrir aux questions. Mais je voudrais peut-être en profiter, Esther Sous, pour vous poser la question plus spécifiquement de la Hongrie. Bien sûr, Viktor Orban, on s'en rappelle, avait posé la question de la démocratie illibérale, qu'il voulait voir comme un modèle politique alternatif pour l'Union européenne. La Hongrie fait partie de l'Union européenne, de l'OTAN, a adopté aussi des sanctions contre la Russie, mais on l'entend tenir un discours tout de même différent, à la fois sur la question des valeurs, mais aussi d'ailleurs sur la question de la politique étrangère. Est-ce que là, on a peut-être un contre-exemple d'un pays qui, alors que l'Europe donne le sentiment de s'unir, sur le plan intérieur et sur le plan géopolitique, qui choisit une voie alternative et un modèle différent? Thank you very much. I try to be brief because it's a really, really important but long question. And let me go back a little bit, just a little bit in history, not too far away, just until the Cold War, or the First Cold War as some call it. The situation of Hungary was, as you know, difficult because there was a complete lack of sovereignty. It was an occupied country. And we had a revolution in 56. Excusez-moi, il faut que je le dise en français, mais je sais bien que ça, c'est quelque chose qui a marqué la vie politique et l'intelligentsia française. Donc, vous connaissez très bien 56. Okay, I will try to come back to English. So, 56 is very important because it was a moment where Hungarians had a very profound feeling of abandonment, because Hungary didn't get help at that time, and you can't imagine how often it is brought up when we talk about 56 among Hungarians. And then the regime changes of 89, a liberation, but also a moment where the room for maneuver grew, because these countries could kind of act in a sovereign manner, and it was an area of deep debates of who we are, what we want to do, where we want to go. So also a question of nation, a question of a sense of belonging, a question of goals. And then Hungary was a special case because we had a foreign policy consensus until 2004. And you will remark that 2004 is the year when we joined the European Union. Until that moment, we had a foreign policy strategy based on 3 pillars. The first pillar was, it was, by the way, formulated by our first Prime Minister, József Antal. The first pillar was regional policy. So, for example, the Visegrad Group with Poland, the Czech Republic, Slovakia. Care and responsibility for ethnic Hungarians in neighboring countries. And the third one is Euro-Atlantic integration, so joining NATO and joining the European Union. And in 2004, we joined the European Union. By then,
the NATO accession happened, and we stood there, we realized the goal, and we had to ask ourselves the question, okay, we're in, now what do we do? How we are going to work within these alliances, what do we want to achieve? And here, the foreign policy consensus is lost. And there is no new consensus forged since that. There are foreign policy debates in Hungary. There are two very distinct positions. The government is more sovereignist in this matter, and we have an opposition that is more federalist, more Europe-oriented. So foreign policy is an internal cleavage, if you wish, in Hungary. And the reason why the war is very interesting for Hungarian foreign policy is because the current government was using what I call a hedging strategy, which means that we are part of these alliances, but as we are a sovereign nation, the argument says that it is a beneficial thing to take a look at all options and all benefits. By the way, what the Hungarian government calls Eastern opening is not something that the current government started. It was started in 2002 by a socialist prime minister, Péter Medgyessy. So it has a longer tradition. And the hedging strategy, as far as I understand the speeches and the texts that I read in preparing for this discussion, is intended to widen the room for maneuver. Because the idea is that if somebody is solely linked to one or two powers, then the room for maneuver shrinks. So this is the logic. That's what I call a hedging strategy. And yeah, so that's the hedging strategy. And I'm going to close the argument very quickly. I really don't want to be too long. I think that if you take a look at the sanctions packages that were just mentioned, the 11th that was just adopted, Hungary voted all of these sanctions packages with a hard bargain. So by trying to maintain and widen the room for maneuver. And this is the logic. And I think that at the heart of all this is a fundamental difference in the analysis and the perception of the situation. What is the fundamental difference, for example, with Poland? Because that's also a very interesting topic to talk about Hungary and Polish relationship. The main question is, where I see a difference in analysis, is how dangerous Russia is. That's a basic question that many countries ask themselves, and here I see a little bit of difference. I think geopolitically, and once again based on text, the Hungarian government thinks that Russia will not be able to conquer Ukraine. So Ukraine will remain a sovereign country. And if that's the case, their conclusion is that Russia won't be able to go further or won't want to go further. So I think this is a very important point of analysis because, you know, analysis generates action. And if that's the case, and here's an internal logic that is very important to understand, if that's the case, then security is not necessarily your sole priority. You can also look at economic security and economic issues. And the Hungarian government, since 2010, talked a lot about protection. Protection from overhead costs. It was a very successful political program. Protection from migration, protection from COVID, and then protection from war, because there was a real fear in Hungary from escalation. And so I think that this, if you wish, political identity linked with this
analysis of the geopolitical situation means that the Hungarian government tries to keep up this pragmatic hedging strategy as far as it can. That's the reason why, for example, there is a lot of talk in Hungary about a potential new Cold War and new blocs, because the idea is that after the end of the Cold War, it was a real growth in room for maneuver, and if there would be a new Cold War, that would be a problem because that would shrink the room for maneuver. So if I want to be very short, and I really don't want to abuse of your attention, I think this is the internal logic of the argumentation. On the other hand, an argument that you hear very often in Hungary is that even if the analysis is not necessarily the same, sanctions are voted, and after a hard bargain, once again, in order to widen the room for maneuver. And I think I'm going to stop here. I could speak hours about the similarities of French and Hungarian sovereignism in the context of the war, but I think I'm going to stop here because I'm being too long. Thank you very much. Je pense qu'effectivement, il y a des éléments intéressants de convergence entre les cultures stratégiques sur la question de chercher des marges de manœuvre. Rapidement, peut-être, Sir Bill Jeffrey, et puis après Slavomir et Zaki, et puis après on prendra une dizaine de minutes pour prendre des questions jusqu'à 15h, pour réagir un petit peu à ce qui a été dit. Thank you, Benjamin. I just have one plea, really. First of all, I agree strongly with Mr. Leidy's point that in terms of the polarity that this topic sets between nationalism and the collective, what drives movement towards the collective is insecurity. And we saw, not least by the Finnish and Swedish reaction, almost immediately putting in applications for NATO membership, how powerful that is. My main point is that we have to take advantage of this. I mean, it provides, what it's done is to expose systematic underinvestment in defence capabilities in Europe, and over-reliance on the United States. And the overriding need, in my view, is for a clearer focus on the military and other capabilities that we will actually need to defend Europe in future. And actually also, to, if I may say so, to ensure against unforeseen shocks, because I'm not quite as optimistic about the result of the next US election as some of those who've commented in this discussion have been. And I'm certainly not optimistic about the impact on Europe if it went one way rather than the other. So I think that I've, in my own relatively recent past, I've done quite a bit of defence planning. And it isn't easy, even within the context of a single state. Across alliances, it becomes a bit more difficult. And when you've got two alliances in play, it becomes even more difficult. So my plea is that all those with an interest in this really put their heads together and think through what the capability requirements that this situation has generated actually are, and then set about delivering these capability requirements and doing so pretty quickly. Because otherwise, I think we could get into great difficulty. I made just 2 points about that. One is to echo the point that Andrew Michta made yesterday about the defence industry. What this war has exposed is the shortcomings in the defence industrial construct. It isn't set up to deliver the stuff that is actually used in real hot shop wars quickly enough and in sufficient quantity. And I think tackling that industrial supply issue is something that has to be done at a cross-European and indeed transatlantic level. The second point I would make, and I do so hesitantly because we're out of the EU at the moment, is that the key to much of this, I think, lies in the NATO-EU relationship. The most recent joint declaration on cooperation in January, I thought was an advance on its predecessors, but it's still quite hard to point to actual cooperative activity between NATO and the EU. I think I detect signs from these discussions that some of the structural issues that have made it difficult in the past to address this are melting away in the face of the
the Ukrainian crisis. I hope they are, because when I was involved in defence in government, the negotiating the structural complexity of the EU-NATO relationship was one of the hardest parts. But the main thing, I think, is to start delivering the stuff we will need almost certainly in the future. One very last comment is that I think we've gone through the whole of this discussion so far with scarcely any, if indeed any, mention of Turkey. Now, Turkey sits at the junction, both geographically and politically, of most of the issues we've been talking about. And it is, in fact, the arch practitioner of disruptive nationalism. I think we've now had the Turkish election. It's went the way it's gone. But what the international community in the West needs to do is to work hard on Erdogan to moderate and mitigate his position. Because, as I understand it, the relatively insignificant matter of the Turkish dispute with the Greeks over Cyprus is one of the main obstacles to EU-NATO cooperation, or has traditionally been quite an issue. And we really have to get past that sort of thing. And I think getting a result on some of these issues relies on a much improved and much deeper relationship with Turkey. Merci beaucoup, Slawomir. Very briefly, Russia's aggression on Ukraine created a huge sense of deficit of security across Europe. And of course, the states, national states, were the first addresser of this demand, because again, the social contract between public and the state is that the state provides security to its own citizens. It's absolutely fundamental duty of the state institution, and that's exactly the reason why state does have a monopoly for use of force. And again, NATO and European Union are only tools in the hands of the member states, both NATO and the EU. Tools which help to amplify, to enhance the ability of member states to provide the security to its members. And this social contract about security cannot be outsourced to anybody, neither to any other state nor any other institution. That is why, actually, also the question of migration and how to deal with the migration is absolutely in the core, it's in essence of the social contract. Because if the state is responsible for providing security, it has to be also solely responsible for, determining who is allowed to stay within its border or who is not. So I think that this recent development here in France, but also in Ukraine, only enhance this understanding that we have to protect both our institutions, we have to protect our democratic procedures, and we have to protect the social contract upon which the relationship between the state and the society is built upon. Thank you. Merci beaucoup. Je laisse un dernier mot à Zaki Laïdi, et puis après, on aura une dizaine de minutes pour des questions. Donc préparez les questions, on en prendra 2-3 à la fois. Zaki. Il faut activer le micro. Oui, je vais plutôt me concentrer sur la question de l'Ukraine et au fond réfléchir sur la question qui me paraît essentielle, qui est celle de savoir si ce que nous avons réalisé en Ukraine est quelque chose qui peut être réédité. Autrement dit, est-ce que nous pouvons capitaliser sur ce que nous avons fait au cours de ces 18 mois, ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un accident heureux pour nous qui nous fera retomber dans un certain nombre de travers? Il me semble que c'est une des questions les plus essentielles. Alors, parmi les moyens
parmi les instruments sur lesquels il faut travailler, il me semble effectivement, ça a déjà été dit, que le premier élément porte sur l'effort de défense. L'effort de défense, il est en train de s'accroître partout en Europe, et ça, c'est la conséquence directe de la guerre en Ukraine. Pour vous donner une indication, l'Allemagne est aujourd'hui le deuxième fournisseur d'équipements militaires à l'Ukraine, derrière les États-Unis. Alors qu'au début de la guerre, les premières propositions allemandes, comme vous le savez, qui avaient provoqué une certaine hilarité, portaient sur l'envoi de casques à l'armée ukrainienne. Bon, aujourd'hui, plus personne ne doute de l'ampleur de l'engagement de l'Allemagne aux côtés de l'Ukraine. C'est un exemple parmi d'autres, puisque tous les autres États européens, à la mesure de leurs moyens, ont consenti à un effort. Et je tiens ici à dire, contrairement à ce qui se dit et s'écrit, que l'effort militaire de l'Union européenne, de l'Europe, n'est pas du tout négligeable ou anecdotique, comme j'ai pu le lire ou l'entendre, y compris par rapport à celui des États-Unis. L'effort militaire européen en Ukraine représente 40% de l'effort militaire américain, mais ramené au PNB par habitant de l'Europe, il est équivalent à celui des États-Unis. Par ailleurs, il n'y a pas que l'aide militaire qui est importante, même si elle est essentielle, s'y ajoute d'abord l'aide militaire d'autres pays, notamment de la Grande-Bretagne, qui joue un rôle très important aux côtés de l'Ukraine dans cette affaire, mais aussi de l'aide économique et financière directe de l'Union européenne, dont les engagements s'élèvent à plus de 54 milliards de dollars. Donc on est dans des chiffres, on est dans des volumes qui sont tout à fait considérables. J'ajouterais d'ailleurs aussi que sur le plan militaire, les Européens sont plutôt, j'allais dire, les plus allants, puisque sur la fourniture d'avions de chasse ou sur la fourniture de missiles à longue portée, ce sont les Européens qui poussent. Ce sont les Britanniques qui ont les premiers livré les Storm Shadow, alors qu'on attend que les États-Unis livrent des GLSBDM ou des ATACMS. Bon. Maintenant, et c'est un deuxième point, cet effort de défense n'a de sens que s'il est mutualisé, c'est-à-dire que si chacun renforce son effort militaire chez lui, se préoccupe que de ses propres intérêts, que de sa propre défense, que de sa propre industrie, ou achète uniquement sur étagère, je pense que nous allons au-devant de graves difficultés, parce que nous aurons en théorie un effort militaire important, mais si on ne le mutualise pas, et si on ne suit pas les recommandations, notamment d'interopérabilité, d'entraînement des forces européennes, comme cela est d'ailleurs prévu par la boussole stratégique, eh bien, nous connaîtrons de nouvelles déconvenues. Troisième enjeu, la capacité à agir sur d'autres problèmes du monde, car il faut bien voir que derrière le défi russe, il y aura le défi chinois, mais en faisant attention de ne pas sombrer dans, je dirais, l'esprit de système et l'assimilation excessive des situations les unes aux autres. L'Asie n'est pas l'Europe, Taïwan n'est pas l'Ukraine, et je ne pense pas que l'idée de réflexion en termes de théâtre unique soit la bonne façon de poser les problèmes. Au demeurant, on ne peut pas d'un côté estimer qu'il existe un seul théâtre stratégique qui irait de l'Ukraine à Taïwan et de l'autre récuser la logique des blocs. Il faut choisir. Je pense que, par exemple, le président de la République
française a été assez claire là-dessus, le haut représentant aussi, et je pense qu'il faut se poser ces questions. Et la dernière, qui est évidemment, j'allais dire, l'arlésienne, c'est évidemment l'ensemble de nos relations avec les États-Unis, qui sont complexes, qui sont importantes. La solidarité avec les États-Unis dans l'affaire ukrainienne a été exemplaire, mais cette exemplarité ne signifie pas pour autant que nos intérêts sont systématiquement alignés sur tous les sujets et que la nécessité pour l'Europe d'avoir et de maintenir une capacité autonome de jugement sur les affaires du monde constitue un enjeu absolument fondamental. Il ne s'agit ni de remettre en cause nos alliances, et je crois qu'aujourd'hui personne ne remet la centralité de l'OTAN dans notre sécurité, mais notre appartenance collective à l'OTAN ne saurait nous dispenser de construire, j'allais dire, un pilier européen en son sein. Donc il y a beaucoup de chantiers qui ont été ouverts par l'Ukraine et qu'il faudra confirmer dans les mois et surtout dans les années à venir. Donc nous avons réglé en partie, surmonté en tout cas un certain nombre d'épreuves. Celles qui nous attendent sont tout aussi importantes. Merci Zaki Laïdi. Alors on avait commencé en retard, donc on terminera un petit peu en retard. Je vous propose juste qu'on fasse un tour de questions. Donc je vais prendre les questions qu'il y a dans la salle. On en prendra 2 ou 3 et puis après on se tournera vers les intervenants. On a madame là-bas, monsieur, et puis monsieur, on n'a qu'à prendre ces 3. Est-ce qu'il y a un micro qui circule ? Là-bas. Relevez la main, s'il vous plaît. Comme ça, on vous voit bien. Voilà. Marie-France de Rose, ex-députée européen. Dans les propos que vous avez tenus, l'un d'entre vous, vous avez fait une allusion à la dépendance gravissime qu'ont établi certains pays de l'Union européenne avec la Russie. Je rejoins parfaitement cette analyse, et d'ailleurs on en voit les effets. D'autre part, j'aimerais savoir votre avis sur les sanctions qui ont été prises et leur effet. Merci beaucoup. Donc l'effet des sanctions, on va prendre monsieur ici, puis après on prendra la question du monsieur au second rang. Hello, thank you very much for a very interesting discussion. Mr. Laidi, you mentioned different turning points after the war in Ukraine, such as the use of massive sanctions, also the use of military funding or in the energy domain. But I was wondering if there is also maybe another turning point that we did not mention about the enlargement policy and granting the new candidate status for Ukraine. So I was wondering, from your perspective in the EU institutions, how do you see the role of the EAS and Borrell to coordinate and to build consensus for Ukraine membership? I also have a question for Mr. Dembski, because some countries like Poland have been at the forefront to advocate for a speedy process for granting Ukraine membership as fast as possible. So my question would be, how can countries like Poland and Baltic states play a leadership role to convince other countries of the necessity to grant Ukrainian status as soon as possible? Sorry. And the third question would be for our Hungarian panelists. How can Hungary, what is the Hungary's position on this matter about membership? Is it something that will be easily accepted, or is it something that is mostly rejected for the moment? Thank you very much. La question des élargissements qui est fondamentale et celle de l'Ukraine et bien sûr les Balkans occidentaux et puis peut-être même la Moldavie et la Géorgie, donc des questions qui sont reposées depuis le début de la guerre. Là, si on peut faire passer un micro au deuxième rang, au milieu.
Merci pour votre intervention. Gauthier Parton-Levon du German Marshall Fund of the US. Et sans tomber dans un débat téléologique sur la répartition des tâches entre l'OTAN et l'UE, très concrètement, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ne pas dupliquer ce qu'on a dans l'OTAN qui est aujourd'hui consolidé? Très bien. Donc on a la question de l'articulation entre l'UE et l'OTAN, des élargissements qui ont été posés aux différents intervenants, et des sanctions et de l'efficacité des sanctions. Je vais refaire le tour, je vous laisse répondre à celles auxquelles vous voulez répondre assez rapidement s'il vous plaît, même si je sais que c'est des questions fondamentales pour qu'on puisse terminer vite et passer au panel suivant. Esther. Merci beaucoup. Je vais commencer par la question de la duplication. Le président Macron, il y a quelques semaines, a prononcé un discours très intéressant à Bratislava, au forum de Globsec, que je considère un tournant dans la politique française, en ce qui concerne la politique européenne. Parce que, comme vous savez, la France a une conception d'autonomie stratégique qu'on a appelée avant souveraineté européenne, mais maintenant on utilise plutôt autonomie stratégique. Et donc, il y avait une peur au sein des alliés de l'Europe de l'Est que les Français voudraient substituer l'OTAN avec une structure européenne sans donner les garanties que les États-Unis maintenant offrent aux alliés. Et ce que le président Macron a dit, c'est deux choses, et ces deux choses sont très importantes. La première, c'est qu'il a offert sa main à l'Europe de l'Est. C'était un discours très symbolique, très intéressant. Et deuxièmement, il a rendu clair que pour la France, l'autonomie stratégique européenne est au sein de l'OTAN. Et puisque j'ai parlé du marge de manœuvre, c'était un mouvement avec lequel la France a pu élargir sa marge de manœuvre énormément, parce que la France a pu gagner des amis, si vous voulez, à l'Europe de l'Est, où l'OTAN est considérée comme essentielle et pas du tout dans un état de mort cérébrale, comme ça a été mentionné avant. Donc, c'est la première chose que je voulais dire, c'est que pour moi, l'idée de l'autonomie stratégique commence à se ranger dans la structure plus grande de l'OTAN. Donc, ce que je vois, c'est que les souverainistes commencent à chercher la coopération. Et quand on cherche la coopération, on parle de duplication, de multiplication des forces, parce que c'est ce dont on parle. En ce qui concerne l'élargissement, c'est une très bonne question parce que même avant la guerre, la Hongrie et l'Ukraine avaient des débats, surtout en ce qui concerne les Hongrois vivant sur le territoire de l'Ukraine. Donc les droits linguistiques, etc., etc. Et ce sont des débats qui sont en cours même aujourd'hui. Si je me souviens bien, il y avait un effort de la part de la Hongrie de bloquer même la coopération de l'Ukraine avec l'OTAN. C'est-à-dire que je pense que pour la Hongrie, la résolution de ce débat, donc la situation des Hongrois, ça sera logiquement une question préalable pour l'élargissement. Et je pense que la manière de négociation sera la même, donc une négociation très dure et I would say, sorry, I have to switch because I worked in English, so they would use the same strategy, so hard bargain and then coming up with a compromise. It's like, you know, it's once again a sentence that we hear a lot of times, going until the wall, stopping before the wall, and then finding a compromise. So that's what I expect. I don't have internal information, but reading the journals and analyzing what I'm seeing, I think that the resolution of the bilateral issues is going to be crucial in this question. Thank you very much. I have to say, I hope she takes this the right way, but our Hungarian colleagues' account of the Hungarian position on hard bargaining and then going to the very edge
reminds me of nothing more than dealing with the Northern Ireland parties over the peace process. I want to pick up the question about EU-NATO, because it's quite a complicated one. I'll try to be as simple as I can. The complicating factor is that over the last 10 or 15 years, in the defence and security world, there has been a growing awareness of the importance of strategic plans that aren't just limited to military capabilities, and in particular ones that take account of all the other vulnerabilities, the critical national infrastructure, cyber, information warfare, and indeed economic and trade factors that have a bearing on national security as well. In the UK, we produced an integrated strategy, which I worked on, in fact, in 2010. But since then, it's become more common, I think. And the Germans published what looks like a very interesting integrated strategy on defence and security only a week or so ago. Now, I mention that because I think it makes the business of sorting out what's for NATO and what's for the EU a little harder, because not surprisingly, NATO have begun to look more widely at the other factors that have a bearing on security. And the EU has correctly, I think, in their own terms certainly, been thinking about a comprehensive approach to this as well. So that's the bad news. I think, as I said earlier, the better news is that whereas when I was involved in these matters, there was no real political consensus and some significant political difference about the ultimate respective responsibilities of NATO and the EU. The Ukraine war has brought people closer together. It's one of my strongest senses from this conference, is that this need not be as much of a stumbling block as it's been in the past, provided everybody is clear about where the military primacy lies and what the important responsibilities of the European Union are. So I wouldn't be completely pessimistic about that, but I would just observe that it's got a little bit more complicated than it was. On the other question about sanctions, I think we need to keep on thinking of sanctions, but I wouldn't underestimate the impact of what's already been done. I mean, the Russian economy, by any normal standards, has taken and continues to take an enormous hit. So I don't think we should give up looking for other ways of making this war have consequences and penalties for Putin. But we shouldn't underestimate what we're already doing. Slavomir. Very briefly, if you are sitting on NATO's /EU eastern flank, and if you are neighboring to Russia, you don't have a dilemma, or where is the kind of the division labor between NATO and EU. What deters Russia is NATO. Full stop. And it was clear for Finns and it was clear for Swedes. They were members of the European Union. And they felt it's simply not enough. What they need is strategic nuclear deterrence. Russia has to be deterred by real strategic means. And, I'm sorry for that, European doesn't have it and will not have it. Full stop. About sanctions. It is not a magic wand. It is a tool, and democratic societies impose costs for misbehavior on those who are targeted by them. It is not, as I said, it's not magic wand. Tomorrow, this wrong behavior, cannot be changed. But imagine that you have a small stone in your shoe. Now, you can walk even half a day. You can even run 5 miles. But try to run marathon with a stone in your shoe. That's exactly how sanctions do work, and they do work. Zaki Laïdi. Oui, écoutez, pour ne pas prolonger un débat, je vais juste me concentrer sur la question, si vous le voulez bien, des sanctions. Alors, je voudrais tout d'abord préciser un point. Les sanctions n'ont pas pour but d'entraîner un effondrement économique de la Russie. Il faut bien que les choses soient claires. Les sanctions ont pour objectif de priver la Russie de ressources qui lui permettraient de financer la guerre. Bien. Et de ce point de vue,
les résultats sont considérables. D'abord parce que ces sanctions sont extraordinairement importantes, extraordinairement importantes. Nous n'avons jamais pris des sanctions de cette ampleur. Et deuxièmement, elles ont atteint pour le moment leur objectif. Le premier, c'est d'entraîner un affaissement de la Russie sur le plan économique, de ralentissement, qui est absolument indéniable. Et deuxièmement, qui prive la Russie d'un accès à la technologie occidentale. Et je vais juste vous donner un exemple, parce que, encore une fois, il faut être le plus concret possible. C'est qu'aujourd'hui, le coût d'exploitation du baril du pétrole russe est le plus élevé du monde. Voilà. Il est de 43 dollars, quand il est de moins de 20 dollars en Arabie Saoudite. Alors, cette augmentation du coût d'exploitation du baril réduit mécaniquement la marge de la Russie, qui est privée d'abord d'un accès de la technologie de forage, et ça a un effet considérable sur ses capacités, ce qui va entraîner une réduction de sa production, et qui de ce fait est conduite à vendre son pétrole avec un discount significatif à plusieurs pays, dont le plus important et de très loin est l'Inde, qui en l'espace d'un an a vu ses importations de pétrole russe passer de 2% à aujourd'hui 30 à 40%. Maintenant, et là aussi, je terminerai là-dessus, contrairement à ce qui est souvent dit, ou écrit, voire même pensé, le fait que la Russie vende du pétrole sur d'autres marchés ne pose à l'Europe aucun problème. Bien au contraire. Si la Russie ne parvenait pas à écouler son pétrole, cela voudrait dire qu'il y aurait moins de disponibilité en pétrole sur le marché mondial et que donc mécaniquement le prix du pétrole augmenterait. Donc nous, notre intérêt n'est pas d'empêcher la Russie de vendre du pétrole, mais de faire en sorte qu'elle n'en bénéficie pas outre mesure pour financer son effort de guerre. L'idéal pour nous est qu'au fond, les bénéfices qu'elle engrange soient à peine supérieurs au coût de production du baril. Bon, et comme vous le savez, nous avons un cap qui est de 65 dollars le baril, et qui là aussi est un élément qui, je crois, est totalement sous-estimé lorsqu'on parle de l'Europe. C'est un instrument puissant entre les mains de l'Europe. Pourquoi ? Parce que l'Europe détient dans le monde un quasi-monopole sur les assurances maritimes. Et ça, c'est un énorme atout. Ce sont exclusivement des entreprises européennes qui ont le monopole sur les assurances et sur le fret. Donc, ce qui nous donne un moyen d'influence considérable. Donc, je crois que les sanctions jouent un rôle très important, et la meilleure preuve, c'est que les Russes font toute une série d'efforts pour les contourner, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne parviennent pas à les contourner. Nous avons la liste des pays, nous savons exactement qui contourne quoi, comment c'est fait, mais nous avons aujourd'hui un représentant spécial qui se balade systématiquement dans les 6 ou 7 pays qui participent activement au détournement des sanctions. Mais fondamentalement, cela ne change pas la dynamique d'affaiblissement de la Russie sous l'effet des sanctions. Voilà. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Je pense que vous pouvez les remercier, les applaudir chaleureusement pour cette conversation qui a été très riche et qui au fond a montré, comme tous les échanges qu'on a eus depuis hier, qu'à travers cette question de l'Ukraine, c'est pas seulement une question stratégique, militaire ou économique pour l'Europe, mais bien sûr un débat existentiel, presque identitaire en fait, sur le rapport de l'Europe à elle-même, aux États membres entre eux, et bien sûr au reste du monde, à commencer par nos alliés américains. Voilà. Merci à tous encore, merci à nos intervenants, et puis nous allons passer à la table ronde suivante.